Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui porte sur le chapitre 13 de notre roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors commençons par la situation de l'extrait. On a le condamné qui est dans sa cellule à Bicêtre et il va assister à un jour exceptionnel. C'est le jour du ferrage des forçats, c'est-à-dire les prisonniers condamnés aux travaux forcés dans le bagne. On les appelle aussi les bagnards ou les galériens. Un geôlier va lui proposer de le transférer à une deuxième cellule et à partir de la fenêtre de cette cellule, il va pouvoir assister à ce ferrage. Or, sa situation de témoin au ferrage des forçats va s'inverser en devenant sujet de témoignage pour eux, c'est-à-dire pour ces forçats. Il va perdre conscience et bien sûr, dans un deuxième temps, il va finir dans l'infirmerie. Le deuxième axe va porter sur, ou bien il va répondre à la question, en quoi consiste le ferrage des forçats? Alors, remarquons l'intégration du terme faire dans le ferrage. Tout simplement, il s'agit d'un rite qui consiste à mettre dans le cou du forçat un carcan de fer ou encore ce qu'on appelle un collier. Alors, ce carcan de fer, il est relié à des chaînes. Et bien sûr, ces forçats, ils vont partir au bagne de Toulon. Mais tout d'abord, on va les préparer, on va leur mettre ces carcans avant de partir à Toulon, en guise bien sûr de précaution pour qu'ils ne puissent pas se mobiliser ou bien fuir pendant le voyage. Alors, ce rituel, il va nous montrer la maltraitance des bagnards, il va nous montrer à quel point l'être humain est dénué de sa ou bien de son humanité, à quel point il est considéré tel un animal ou encore moins ou à un rang inférieur que l'animal. Alors, le ferrage consiste à déposer l'enclume sur le dos du forçat. Donc, un garde-chiorme, c'est-à-dire celui qui garde les forçats, il va poser l'enclume. Je rappelle, l'enclume, c'est une masse de fer sur laquelle on va battre le fer. Alors, puis, par des coups de marteau, près du cou, c'est-à-dire près du crâne, par des coups de marteau, les gardes-chiormes vont attacher les colliers ou bien ce qu'on appelle les carcans de fer. Ils vont attacher ces colliers donc au cou du forçat. Précisons encore que ces forçats sont assis dans la boue. Alors, à vous d'imaginer quelle serait la réaction de ces forçats. Ils devinrent sombres, pleurèrent. Les plus vieux frissonnaient et se mordaient les lèvres. C'est un moment tellement difficile, même pour les forçats les plus rebelles, les plus audacieux, les plus courageux. Alors, dès lors, on peut repérer plusieurs champs lexicaux. Premier champ lexical est relatif au fer. Bien sûr, c'est logique puisque l'événement central du texte ou bien du chapitre consiste à parler du ferrage des forçats. Ainsi, vous avez dans le texte des termes comme fer, marteau, enclume, chaîne, collier et ainsi de suite. En second lieu, on relève un champ lexical relatif à la terreur, à l'humiliation. Bien sûr, ce champ lexical traduit la réaction des forçats face à cet acte qui est bien sûr barbare et qui est inhumain. On a des termes comme affreux, frissonner, pleurer, se mordre les lèvres, crier, pâlisse, sinistre et ainsi de suite. On repère aussi un troisième champ lexical et qui est vraiment en contraste avec le précédent. C'est le champ lexical de la joie. Alors il faut préciser que le ferrage
des forçats ou bien ce jour du ferrage est aussi une occasion de faire la fête, de danser et de chanter. Alors d'où un champ lexical de la joie comme je viens de le dire. On a le verbe chanter, on a chanson, danser, cri de joie et ainsi de suite. Alors cela va pouvoir vous montrer clairement le décalage entre la réalité sordide et triste, sinistre du ferrage en tant qu'événement qui est tragique, qui est inhumain, comme on vient de le signaler, et la jouissance détestable des forçats. Notons aussi que la maltraitance des bagnards dont on a parlé tout à l'heure et qui consiste à cet acte inhumain du ferrage, cette maltraitance est tellement renforcée par des figures de style telles la périphrase en guise d'exemple. Aussi, la gradation dans la phrase, j'observais ce spectacle avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive, que je m'étais oublié moi-même. Cette phrase souligne le point de vue du condamné, qui est, bien sûr, ou bien qui éprouve un sentiment de pitié envers ses forçats. Dans le même sens, l'hyperbole par l'emploi de l'hyperbole dans la phrase, un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles, aussi démontre le point de vue du condamné. Par la suite, l'antithèse dans la phrase « le rire me faisait pleurer » en parlant bien sûr des forçats, cette figure de l'opposition souligne le contraste entre les actions des forçats et les réactions du condamné. Les actions des forçats, c'est-à-dire leur jouissance, leur rire, leur danse et tout ce qu'ils font comme signe de fête ce jour-là, et les réactions du condamné qui est celle de la pitié et la compassion envers ses forçats. Alors, jusque-là, on a parlé du condamné en tant que témoin, c'est-à-dire qu'il assiste depuis sa deuxième cellule à ce spectacle étrange et inhumain du ferrage des forçats. Ce condamné, bien sûr, a un sentiment extrême de pitié envers ses bagnards, au point d'oublier sa situation de condamné à mort. Brusquement, toute la ronde hurlante s'arrête et se calme, et tous les forçats tournaient les yeux vers la fenêtre du condamné, criant, le désignant du doigt. Le condamné, il lui rappelle sa situation de condamné en l'appelant camarade avec des ricanements atroces. Il lui rappelle, lui qui voulait oublier sa situation de condamné en assistant à ce ferrage des forçats, lui qui avait pitié de les voir porter des carcans tels des chiens, le voilà changé de témoin au sujet de témoignage. Cette inversion le plonge dans un état d'immobilité et de perplexité. Il était incapable d'agir, paralysé par cette attaque inattendue des forçats. Il les imagine monter sa cellule. Il crie, se jette sur la porte pour fuir ces démons qui le poursuivent, mais vainement. Il veut échapper à ces démons qui le poursuivent, mais en vain. Puis, il entendit leur voix effrayante. Il lui semble qu'il voit leur tête hideuse paraître au bord de sa fenêtre. Il poussa un deuxième cri et perdit conscience. Bien sûr, après cet événement, on va le transférer à l'infirmerie. Finalement, cette scène ou bien ce spectacle où on a
un amalgame entre le comique, le pathétique et le tragique. Cette scène constitue un vrai plaidoyer contre la peine de mort et bien sûr contre la maltraitance des bannières. Alors bien sûr, le pathétique, il traduit la pitié ressentie par le condamné, le point de vue du condamné face au ferrage. Le condamné, ce n'est bien sûr que le porte-parole de l'auteur. Pour le comique, alors en fait ce comique est paradoxal, il n'est pas à sa place, il concerne des bannières qui fêtent un événement qui est détestable, qui est barbare, qui est inhumain pour eux et bien sûr il s'agit du ferrage. Pour le tragique, il apparaît à la fin, lors de l'inversion de la situation du condamné qui va, au lieu d'être un témoin, il va devenir, ou bien sa situation va s'inverser et il va être un sujet au témoignage des forçats. Et c'est là où on va lui rappeler sa situation de condamné à mort. Vous trouvez un champ lexical certainement qui est relatif à la condamnation à mort. On a le mot condamné à mort, on a la grève, on a rogné, bat, frissonné, cri, et ainsi de suite. Alors voilà pour le chapitre 13. Merci pour votre attention et à la prochaine.